Cet épisode est une présentation des éditions du Septentrion. septentrion.qc.ca. La démarche d'une ethnologue, pour moi en tout cas, c'est de s'intéresser aux croyances et pratiques en cours dans une société donnée, dans une culture donnée. Il y a des gens qui travaillent sur le présent. Moi, je suis beaucoup plus tournée vers le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens pensaient, croyaient autrefois. C'est quoi la pièce où vous êtes le plus à l'aise, où vous voyez les objets que vous connaissez le mieux? N'importe quelle. Dans le fait, j'ai tellement travaillé sur cette exposition. Moi, en fait, quand j'ai commencé mes études, on parlait encore de folklore. Après ça, on s'est mis comme à dénigrer ça, mais pour moi, c'est pas du tout péjoratif parce que le folklore, c'est la science du peuple. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ce qui a été déterminant, je dirais, c'est les recherches de Françoise Lux, qui est une ethnologue française, qui, elle, a publié Sagesse du corps, la santé et la maladie dans les proverbes français. Là. Oui, c'est toute une collection qui avait été commandée. Elle est partie d'un corpus de proverbes qui avait été recueilli par différents ethnologues ou ethnographes là, qui se sont promenés à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle en France, dans les régions. Pour une fois, c'était le discours du peuple et non pas le discours de l'élite sur ce que le peuple devrait faire ou dire ou penser. Donc, moi, ça m'a fascinée. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme démarche semblable? Et là, j'ai pensé aux archives de folklore et d'ethnologie de l'Université Laval, où il y avait beaucoup de témoignages qui avaient été recueillis puis qui étaient classés. Et donc, j'ai fait un peu une démarche similaire à la sienne. Ma petite salle préférée, c'est elle. Celle-là? Moi, les vieilles publicités, je suis fascinée par ça. J'adore ça. Puis je trouve que ça témoigne beaucoup de l'esprit d'une époque et de c'était quoi les préoccupations des gens. Si on prend par exemple ici, les toniques et teintures capillaires, tu dis, bon, donc les gens avoir les cheveux gris, perdre ses cheveux, déjà à cette époque-là, c'était quelque chose qui les préoccupait, là. Quand on construit une exposition, ça prend du temps avant qu'on soit rendu à l'étape d'aller voir qu'est-ce qui existe, là. Mais quand on arrive à cette étape-là, c'est un grand plaisir pour moi, ça. Qu'est-ce qui est marqué ici, là? Ça, c'était pour réparer les dentiers. Moi, je voulais mettre des dentiers, mais ils n'ont pas voulu, fait qu'on a mis bon. Des fois, on trouve des choses auxquelles on n'avait pas pensé, puis là, on se dit, ça serait bon, ça. Comme dans Partir pour la famille, les jumelles Dionne, j'en parlais pas du tout, puis, mais à un moment donné, je suis tombée là-dessus, puis là, je me suis dit, c'est vrai, eux autres, là, sont nés en 1934, je pense. Vraiment à une époque où la fécondité, c'était tellement valorisé. En tout cas, puis il y avait des objets qui se rapportaient à elle, alors on a comme ajouté ça dans mon livre aussi. Donc, Suzanne Marchand, ce livre, Partir pour la famille, une conversion, en gros, de votre doctorat que vous avez fait en ethnologie, jusqu'en 2006 à l'Université Laval. Oui, mais en fait, c'est une partie de mon doctorat parce que mon doctorat, il portait sur toutes les périodes de la vie, là, les pratiques et les croyances entourant le corps dans la société québécoise, là, de la conception jusqu'à la mort. Mais fait que donc, c'est une partie seulement là, de mon doctorat. Mais une partie avec beaucoup plus de photos, quand même. C'est vous qui avez fait l'iconographie au complet dans le livre? Oui, c'est moi qui ai recherché parce que quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai eu l'idée d'une exposition qui a été présentée à la Ville de Québec et qui portait sur la fécondité, la grossesse et l'accouchement. Et là, j'ai fait la recherche de photos. Et après ça, quand j'ai eu envie de publier, ben là, j'ai tenu à ce qu'il y ait des photos parce que pour moi, c'est tellement parlant, les photos. Vous avez voulu recomposer la réalité de la fécondité, la grossesse et l'accouchement des Québécoises de 1900 à 1950.
Vous avez voulu le faire le plus scientifiquement possible et vous avez eu à interroger des archives. Bien, je suis d'abord partie de ce qu'il y avait aux archives de folklore et d'ethnologie de l'Université Laval. Je connaissais cet endroit-là parce que j'ai fait mes études à l'Université Laval et je savais qu'il y avait plusieurs témoignages qui avaient été recueillis là, au cours des années 50, 60, 80 auprès de personnes âgées. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partir de ce qu'il y a là d'abord pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le sujet. Après ça, je me suis dit, je vais... Et je savais aussi qu'il y avait plusieurs des historiens, des historiennes, surtout peut-être plus parce que l'histoire des femmes a été beaucoup, je dirais, a beaucoup contribué à ce qu'on en sache plus sur ces sujets-là. Donc, il y a des historiennes, des anthropologues, des sociologues qui ont fait beaucoup de recherches sur la vie privée. Et j'ai accumulé tous les témoignages que ces personnes-là avaient recueillis aussi. Ça m'a fait donc une base de données assez importante. J'ai ajouté aussi les manuels de puériculture qui ont été publiés à l'époque, qui étaient distribués, les brochures qui étaient distribuées aux nouvelles mamans, puis des recherches aussi qui ont été faites ailleurs, parce que je me rendais compte que les croyances qu'on retrouvait au Québec, il y en a beaucoup qui ont été aussi retrouvées ailleurs. Et c'était important pour moi, ça, de démontrer qu'on n'était pas les seuls à croire à certaines choses qui peuvent paraître complètement farfelues, là, mais dans le fond... Donc, votre livre parle de la fécondité de la grossesse et de l'accouchement des Québécoises de 1900 à 1950. Pourquoi avoir arrêté à l'année 1950? En fait, c'est parce qu'il fallait que je me mette une limite, là, je dirais, à la base, mais aussi parce que ma source principale, qui était les archives de folklore et d'ethnologie de l'université, la période couverte par les témoignages, c'était cette période-là. Fait que donc, je me suis fixé cette période-là au départ, mais finalement, en cours de route, je pense que c'était une bonne idée de m'arrêter à 1950 parce qu'après 1950, là, ça a beaucoup changé et c'est comme un tout autre monde qui se met en place dans les années auparavant, mais qui, je pense vraiment, là, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on entre dans une autre période, en tout cas pour ce qui est de la fécondité de la grossesse et de l'accouchement. Donc, dans votre livre, vous nous informez que les Québécoises ont eu le record de la fécondité en Occident jusque dans les années 1950. Bien, ils n'avaient pas le record, là, parce qu'il y avait d'autres populations qui étaient aussi prolifiques, mais au début du 20e siècle, il y avait une famille sur 5 au Québec qui avait 10 enfants ou plus. Imaginez, vous vous promenez dans une rue, puis à toutes les 5 maisons, il y a au moins 10 enfants. C'était énorme. Et même à la fin, même en 1949, on n'était pas loin de certains pays comme le Chili, là, le Panama. En tout cas, on avait un taux de fertilité qui ressemblait au leur. Fait qu'on était vraiment... une population très prolifique, oui. Vous parlez d'une rhétorique nataliste qui était omniprésente. Ah oui, l'Église. L'Église était très présente. Et pour l'Église, la fin principale du mariage, c'était la procréation. Alors, les curés s'attendaient à ce qu'un an ou deux au maximum après le mariage, le couple ait un enfant. Et ceux qui n'en avaient pas se faisaient regarder de travers. Ça devait être d'ailleurs très difficile pour les couples qui n'étaient pas fertiles, parce que tout le monde ne l'était pas. Et à une époque où souvent les gens vivaient à la campagne, tout le monde se connaissait un peu. Une femme qui tombait pas enceinte à tous les 2 ans... Elle pouvait se faire dénoncer du haut de la chaire. Peut-être que le curé la nommait pas elle-même, mais tout le monde, dans le fond, dans le village, savait de qui il était question, là. Parce qu'évidemment, si elle n'avait pas un autre enfant, on soupçonnait qu'elle utilisait peut-être des moyens contraceptifs et l'Église était contre la contraception. En plus de la rhétorique nataliste qui était religieuse et qui était omniprésente, il y avait aussi d'autres facteurs qui favorisaient les familles nombreuses. C'était sans doute le mode de vie rural. Oui, oui. C'est sûr que pour la famille qui vivait à la campagne, c'était plus facile d'avoir... même ça prenait plusieurs enfants pour contribuer aux travaux de la ferme et on s'attendait à ce que les enfants commencent très jeunes à travailler. Quand arrivait le temps de faire les foins, bien, toute la famille participait et c'est ça. On s'attendait à ce que les enfants participent. Et les couples qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants, souvent étaient très mal pris, eux, parce qu'il y avait comme personne pour les aider. Il fallait qu'ils engagent du monde, ça coûtait cher. Alors que les enfants, eux, travaillaient bénévolement. Ou même dans les familles qui ont déménagé en ville, qui étaient nombreuses, les enfants, il y en avait beaucoup qui commençaient à travailler tôt et c'était la règle à l'époque qu'ils donnent leur salaire à leurs parents.
Mais au fil du temps, là, on a vu que ça changeait. À partir de 1943, là, on obligeait, l'instruction était obligatoire jusqu'à, je me rappelle plus, je pense que c'était jusqu'à temps qu'il ait fini la 7e année ou le primaire. Donc là, ça prenait du temps avant que les enfants réussissent à contribuer, on pourrait dire financièrement. Ils sont devenus plus une charge qu'une source de revenus. Quand on parle du Québec d'avant la Révolution tranquille et des familles, on a cette idée, sans doute une idée reçue, qui dit que l'univers familial, c'était très facile et ça allait de soi pour les femmes. Est-ce que c'est un mythe ou c'est vraiment le cas? Oh, c'est un mythe, je pense, parce que vraiment, on a beaucoup de témoignages de femmes qui disent à quel point c'était difficile d'avoir autant d'enfants. Et on a qu'à penser qu'à l'époque, bon, les couches jetables n'existaient pas. Il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Juste faire le lavage, on peut imaginer quand on a une famille de 10 enfants, ce que ça implique comme juste préparer les repas. C'est une quantité phénoménale. Et il y a beaucoup de femmes qui disent que si elles avaient eu le choix, elles auraient eu moins d'enfants. C'est drôle, c'est comme tabou de dire ça encore aujourd'hui, je pense. Il y en a, c'est certain. On a des témoignages là, de femmes qui disent « Moi, j'ai eu 14 enfants et je suis contente de les avoir eus, je les voulais aussi. » Mais il y en a d'autres qui disent « Ben moi, si j'avais pu, j'en aurais eu moins. Je trouvais ça difficile. » Il y en a qui disent « Moi, j'ai vu ma mère avoir tellement de misère que moi, je me suis dit j'en aurais jamais autant qu'elle. » On voit tout ça, donc c'était pas nécessairement toujours heureux là, et facile à vivre pour tout le monde. Donc, Madame Marchand, il y a des femmes qui étaient peut-être malades et qui tombaient enceintes. Si ces femmes-là allaient voir leur médecin pour avoir soit des conseils sur l'avortement ou même éventuellement pour des contraceptions futures, est-ce que cette femme allait avoir des conseils de son médecin? Oh non, non, parce que en fait, c'était légalement, depuis 1892, c'était interdit au Canada de diffuser de l'information relative à la contraception ou à l'avortement. Alors, et les médecins, la plupart, d'une part, étaient pris avec cette difficulté-là, et en plus, la plupart étaient, en tout cas pour les francophones, étaient catholiques aussi. Ils savaient aussi que la religion catholique était contre. Alors, très souvent, en tout cas, les témoignages qu'on a, là, le médecin ne leur donnait pas d'informations. Il y avait aussi, à l'époque, les hôpitaux étaient tenus par des religieuses, fait qu'on peut imaginer que c'était pas les religieuses qui allaient leur donner des conseils sur la contraception. Mais les médecins, non, étaient pas très ouverts, là. Ils considéraient aussi, plusieurs considéraient que c'était pas quelque chose qui relevait de la maladie, vraiment, là, la contraception. C'était une question personnelle, qu'ils voulaient pas se mêler de ça trop. Par rapport à la contraception, on sait que l'allaitement est un contraceptif naturel chez les femmes, en général, mais que les Québécoises de cette époque-là allaitaient très peu. L'allaitement, c'était pas évident d'abord pour plein de femmes, je pense. Il y en a certaines qui étaient comme épuisées, sous-alimentées. Alors, bon, allaiter, c'était peut-être pas facile. Donc, on a des témoignages comme ça de femmes pour qui c'était difficile. Et puis, ils sont apparus les fameux biberons qui, à partir de la fin du 19e siècle, ont été produits industriellement en grande quantité. Ça coûtait pas trop cher. Et en plus, les femmes qui avaient de la difficulté à allaiter, je pense qu'elles pensaient, elles, donner de meilleures chances de survie à leur bébé en lui donnant du lait maternisé, mais qui coûtait très cher, ou du lait de vache. Mais on savait pas à l'époque que ce fameux lait-là était de mauvaise qualité. Parce qu'il n'était pas pasteurisé jusqu'en 1926, selon ce qu'on lit dans votre livre. Du lait non pasteurisé, sans réfrigérateur, et on les allaitait pas, et on les sevrait le plus rapidement possible. Et ça a fait que pendant quelque temps, on a considéré Montréal comme la Calcutta de l'Amérique du Nord en termes de mortalité infantile. Et à l'époque, on vendait aussi des genres de sirop là, qui étaient censés aider à guérir. Et les parents dont l'enfant se retrouvait avec une diarrhée, souvent l'enfant pleurait, tout ça, ils donnaient ce sirop-là. Puis un sirop qui contenait un calmant qui faisait en sorte que finalement l'enfant s'endormait. Là, les parents se disaient « Ah, ben il va mieux, il pleure plus ». Mais en fait, il était comme inconscient presque. Et la mort s'en suivait et ça se faisait très rapidement. Je pense qu'il y avait aussi évidemment des maladies contagieuses là, qui faisaient beaucoup de victimes en peu de temps aussi, mais c'était vraiment le lait, la qualité du lait qui laissait le plus à désirer. À quoi ressemblait la mortalité infantile durant cette période? Ah, c'était énorme aussi. Il y avait un enfant sur 6 qui ne vivait pas au-delà de 1 an.
Aujourd'hui, c'est 1 sur 250. Donc, c'était vraiment une réalité très, très importante et on a des témoignages très touchants à ce sujet-là. C'était vraiment quelque chose de difficile pour les femmes et parfois aussi, je dois dire, quelque chose qui était vécu comme un soulagement. Là. On a le témoignage, entre autres, d'une femme qui dit « Moi, j'ai accouché 13 fois. Les 2 derniers sont morts à la naissance et j'étais soulagée parce que je trouvais que j'en avais vraiment trop. J'étais fatiguée, j'étais plus capable. » Bref, il y avait ça aussi. Malgré que c'est interdit, on sait qu'il y a des femmes qui ont quand même utilisé l'avortement ou la contraception. Est-ce qu'on a des données sur cette réalité avant la Révolution tranquille? L'historienne André Lévesque a fait une recherche, elle a publié un livre qui s'appelle « La norme et les déviantes ». Là, elle a fait une recherche pour les années 20 et 30 et elle a relevé 77 poursuites criminelles concernant l'avortement, dont 58 se sont soldées par des accusations. Mais ça, évidemment, c'est un chiffre qui nous donne un tout petit aperçu de la réalité, parce que dans le fond, pour qu'il y ait une poursuite criminelle, il fallait que l'avortement ait mal tourné. Tous ceux qui avaient bien tourné, on n'en a jamais entendu parler. Et il y a aussi, on ne sait pas non plus combien de femmes ont essayé de s'auto-avorter elles-mêmes, mais la plupart des femmes dont il était question dans ces poursuites criminelles ont dit qu'elles avaient d'abord essayé de s'avorter elles-mêmes avant d'avoir recours à, on appelait à l'époque une faiseuse d'ange, ou en tout cas quelqu'un qui les aiderait à s'avorter. Fait que donc, la plupart du temps, les femmes essayaient d'abord elles-mêmes, puis on ne sait pas combien ont réussi. En tout cas, aux archives de folklore, il y a pas de... Il y a très peu de témoignages qui font allusion directement à l'avortement, mais il y avait comme des recettes de tisane ou de... Comme on sait que la moutarde, là, c'était un abortif utilisé, la moutarde sèche. C'était un abortif allégué. Est-ce que ça marchait vraiment? Là, je sais pas si c'était... Je sais pas si c'était efficace, par exemple. Là. En fait, toutes les techniques dont il est question, je ne sais pas vraiment si c'était efficace. Et on ne sait pas non plus combien de femmes ont fait exprès de perdre leur bébé, comme on disait, en s'organisant pour faire des travaux lourds qui étaient déconseillés aux femmes enceintes. On disait, par exemple, qu'elles ne devaient pas utiliser la machine à coudre à l'époque où il fallait pédaler. Bon, celle qui se retrouve enceinte puis qui voulait perdre son enfant, peut-être qu'elle se mettait à pédaler beaucoup, en tout cas des trucs comme ça. Puisqu'il y a énormément d'avortements clandestins, on se doute que la mortalité maternelle était assez grande. Est-ce que vous avez pu rassembler des chiffres pour mesurer un peu l'ampleur de la situation? Relié directement à l'avortement, non, pas vraiment, mais concernant la mortalité maternelle, oui, elle était. À l'époque, c'était 5 femmes pour 1000 naissances vivantes qui mouraient, alors qu'aujourd'hui, c'est 7 pour 100 000 naissances vivantes. Alors, on peut voir à quel point c'était une réalité qui était très présente, mais qui était liée beaucoup à la mauvaise condition de santé des femmes. Le rachitisme, ça entraînait comme un rétrécissement du bassin, donc quand elles arrivaient pour accoucher, c'était plus difficile. Il y avait aussi toutes les techniques utilisées pendant les accouchements qui, la plupart du temps, se passaient à la maison. Il n'y avait donc pas toutes les conditions là, aseptiques qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux. Entre autres, là, le fameux forceps qu'on utilisait pour sortir le bébé. Là. Mais ça, souvent, ça provoquait des lacérations. Le forceps, en résumé, c'est des pinces? Oui, des pinces qu'on utilisait pour aller chercher la tête du bébé, là, puis l'extirper. Bien, ça, souvent, ça créait des lacérations à la femme. Puis après ça, bon, il se mettait de l'infection là-dedans. Et là, elle mourait. Là. On a longtemps pensé que ça a été plus facile, les accouchements, à partir du moment où les femmes ont accouché à l'hôpital. Mais les recherches récentes tendent à démontrer que c'est aussi parce qu'il y a eu comme une amélioration du niveau de la vie, donc des conditions de vie des femmes qui ont contribué. Puis le fait aussi que la fécondité a diminué aussi beaucoup, ça a beaucoup contribué. Fait que c'est pas juste le fait que les femmes se sont mises à accoucher à l'hôpital qui a fait que ça s'est mieux passé pour elles, mais c'est aussi tout un ensemble de facteurs. Vous dites qu'il y avait une obsession sociale, une pression sociale immense chez les femmes pour qu'elles soient enceintes, et une fois qu'elles devenaient enceintes, il fallait qu'elles cachent leur grossesse. Ah oui.
Ah oui, c'était... en fait, tout ce qui avait rapport à la sexualité, c'était tabou, hein. Alors, évidemment, il fallait pas que ça paraisse qu'une femme était enceinte. Alors, elle portait des vêtements amples, elle portait des grands tabliers. On utilisait plein d'expressions aussi pour parler de la grossesse, comme justement partir pour la famille. On disait, elle attend du nouveau, elle attend les sauvages. Puis quand elle accouchait, les sauvages sont passés chez un tel, le feu est pris chez le voisin. En tout cas, jamais on utilisait les vrais mots. Il y a une femme qui dit, jamais on disait ça d'une femme, elle est enceinte. On aurait dit que ça faisait trop vrai, là. Fait que c'est ça, fallait pas le dire. Les femmes portaient des corsets. Quand arrivait le temps de la grossesse, il y avait des corsets spéciaux, là, avec un laçage sur les côtés qui permettait d'agrandir au fur et à mesure, là. C'est ça, c'était mal vu. Et assez curieusement, moi, ça m'étonne toujours. On a des témoignages, là, de personnes qui disent, quand ma mère accouchait, personne ne savait qu'elle était enceinte. Personne, les enfants, là, il y avait personne dans la famille qui avait remarqué qu'elle était enceinte. Mais ça, pourtant, ça devait paraître, là, mais c'est ça. C'était peut-être, c'est vrai que les vêtements à l'époque étaient beaucoup moins moulants que ceux d'aujourd'hui, je pense, là, mais en tout cas, ça paraissait pas trop, là. Et on a parlé tout à l'heure de la mortalité maternelle. Et donc, qui dit mortalité maternelle dit aussi orphelinat et adoption. Et on sait que les orphelinats québécois ont un caractère légendaire. On dit qu'ils étaient extrêmement bien remplis. Est-ce que vous avez confirmé cette réalité ou c'est une légende qui perdure depuis longtemps? Oh non, il y avait vraiment beaucoup d'enfants dans les orphelinats au Québec autrefois. Par exemple, la crèche Saint-Vincent-de-Paul qui était tenue par les Sœurs du Bon Pasteur à Québec. Là, en 1940, il y avait 700 enfants en attente d'adoption. Et c'était ça, un seul établissement il y en avait 5 autres au Québec. Il y en avait 3 à Montréal, un à Chicoutimi, je pense, et un à Trois-Rivières. Et tous ces endroits-là étaient, semble-t-il, aussi surpeuplés. Mais c'était pas tant... Les enfants qui se retrouvaient là, c'était pas tant des enfants dont la mère était décédée, c'était plutôt des enfants nés de filles-mères, qu'on disait à l'époque, donc de femmes qui étaient non mariées. Il fallait que ce soit caché. Donc, les filles allaient accoucher à l'hôpital, souvent qui était rattaché à la crèche. Et là, elles laissaient leur enfant là en attente d'adoption. Et elles retournaient dans leur milieu. Et là, on faisait comme si rien ne s'était passé. Mais pour les enfants dont la mère mourait, ce qui arrivait le plus souvent, c'était que soit le père se remariait rapidement pour donner une nouvelle mère à ses enfants. Il y a le cas d'Aurore, l'enfant martyr, évidemment, dont on a beaucoup entendu parler au Québec. Elle, son père, il s'est remarié une semaine, je pense, après la mort de sa mère. Et parfois, ça se passait bien. Je suis sûre qu'il y a des familles... Et ça, ce serait tout un sujet à fouiller, je trouve, les familles reconstituées, là, parce qu'il y en a eu beaucoup, évidemment, comme il y avait beaucoup de mortalité maternelle. Et sinon, ce qui arrivait, c'est qu'on plaçait les enfants dans la famille et le père, il redevenait garçon. C'est-à-dire que lui, c'est comme il redevenait... c'est comme un célibataire, puis il pouvait refaire sa vie. Puis dans ce temps, les enfants étaient élevés, donc, par les grands-parents, les oncles, les tantes. Moi, j'en connais, en tout cas, des gens qui ont été élevés par leurs grands-parents, là. Vous dites dans votre livre que lorsqu'un couple est infertile, c'est toujours de la faute de la femme, sauf si l'homme est impuissant. Oui, effectivement, on pensait toujours que... Parce que tant que l'homme n'était pas impuissant, on était certain que, donc, lui était capable de transmettre la vie. Donc, si ça fonctionnait pas, c'était sûrement la faute de la femme. C'était pas rare qu'il y en avait qui entreprenaient des pèlerinages à Sainte-Anne-de-Beaupré dans l'espoir de réussir à transmettre la vie, ou elles prenaient des tisanes. Il y avait aussi la possibilité de bénéficier on appelait ça un transfert de fertilité, c'est-à-dire que la femme pouvait aller voir une personne qui venait d'accoucher, prendre l'enfant dans ses bras, puis on pensait que ça lui transmettrait comme le pouvoir de transmettre la vie à son tour. Puis pour les hommes, ben là, évidemment, les hommes impuissants, il y avait aussi quelques méthodes assez rigolotes, là, comme la fameuse ceinture électrique avec un suspensoire pour les testicules. Là, et c'est ça. Ben, je sais pas comment ça fonctionnait. Là. Dans votre livre, vous énumérez énormément de croyances et de superstitions qui sont liées à la grossesse, entre autres sur le physique éventuel de l'enfant. On disait à la mère de ne pas regarder le corps d'un infirme pendant qu'elle était en grossesse, parce que sinon, l'enfant allait être un infirme lui aussi.
Oui, ça, il y avait beaucoup de croyances. On croyait vraiment que si la mère subissait un choc ou vivait quelque chose qui lui faisait sursauter ou lui donnait un choc, surtout, là, que son enfant en porterait les traces. Et ça, il y avait plein de croyances, entre autres beaucoup liées aux animaux. On croyait, d'ailleurs, je pense que c'est Marcel Rioux qui parle, qui était allé à l'île Verte, et là, il y avait un enfant trisomique, là, et là, donc à l'époque, on disait que c'était un mongol. Là. Puis là, on disait que si l'enfant était mongol, c'est parce que sa mère, elle avait vu un loup marin, elle était allée sur l'eau, puis elle avait vu un loup marin, puis ça lui a fait faire un saut, puis donc l'enfant était comme ça. Il y a aussi Alexis le Trotteur, là, dont on disait que la mère avait été impressionnée par un cheval pendant qu'elle était enceinte de lui, puis c'est pour ça qu'il y avait la capacité de courir aussi vite qu'un cheval. Puis là, si la mère avait peur d'une souris, ben l'enfant risquait de naître avec une tache de souris quelque part sur le corps. Les becs de lièvre, évidemment, on disait que la mère avait sûrement vu un lièvre, là, puis elle avait fait le saut ou quelque chose du genre. En tout cas, il y avait beaucoup de ces croyances-là. Mais en fait, on avait... moi, je pense qu'on essayait de donner une explication à quelque chose qui était assez inexplicable. Là. On avait besoin de trouver une raison, là, et c'était ce qu'on trouvait, là. Entre autres, une explication ou une croyance assez superstitieuse, chatouiller les enfants qui viennent de naître en fera des bègues. Ouais, ça, je sais vraiment pas, par exemple, pourquoi. Je sais pas pourquoi on croyait ça, là. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un enfant soit devenu bègue parce qu'on l'a trop chatouillé? Ça m'étonnerait, là. Mais... Des superstitions comme ça, c'était pas propre seulement au Québec, c'était quasiment occidental. Tous les pays avaient leur mythe qui entourait la grossesse. Ah oui, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la plupart des croyances qu'on retrouve au Québec, on les retrouvait ailleurs, non seulement en France, mais en Italie, en Espagne, en Angleterre. C'était partagé par bien d'autres cultures et que les Québécois n'étaient pas plus niaiseux que les autres, là, je dirais. Pour moi, c'était important, en tout cas. Moi, je me disais, quand je suivais des cours d'histoire, là, on nous parlait toujours des grands de ce monde, là, mais les gens ordinaires, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils vivaient, très souvent, on n'en savait rien. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Là, je me perds dans ça et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Cet épisode est une présentation des éditions du Septentrion. septentrion.qc.ca